Bonjour, je suis Alice Quinn. Pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. En feuilleton, bien sûr. C'est un rendez-vous quotidien aux alentours de midi. Comme il s'agit d'une comédie policière, une lecture de pur divertissement, histoire de vous aider à booster vos défenses immunitaires par le rire, je conseille à tous ceux qui n'ont pas envie de rire de passer leur chemin. Nous sommes déjà au 15e jour de confinement. Depuis plusieurs jours maintenant, le maire dans ma ville a désinfecté les rues et il continue. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 13. La soirée sur le yacht avec Gaston et les Dorset a été un fiasco pour Rosie. Elle n'a pas réussi à retrouver Alan Sergo, l'acteur. Et la façon dont Paloma Girard a parlé de son père les a carrément refroidis, Gaston et elle. De plus, elles se sont trahies par Gaston, qui a recueilli les confidences des Dorset, et pas elle, alors qu'elle sait très bien que ça la concerne. Bref, elle est fâchée avec lui. Mercredi, le jour du fantôme. 47. Téléphone. C'est Blanche Dorset qui me réveille ce matin. La sonnerie me fait sursauter et Pastis, lui aussi surpris en plein sommeil, saute sur ses quatre pattes, dressé au-dessus de mon visage, le dos rond et hérissé, prêt à faire face à l'ennemi. Voyant que ce n'est que le téléphone, vexé, il hume l'air extérieur par le fenestron et me laisse toute seule sans même attendre sa pâtée. Blanche me demande à quelle heure je vais venir travailler. À 11h, comme d'habitude. Ok. Cette fois, nous allons prendre un rendez-vous officiel. J'ai vraiment quelque chose d'important à te révéler, Cricri, comme tu le sais. Mais ne te monte pas la tête. Tout en étant important, c'est pas non plus très grave. Et c'est pas non plus un grand secret. C'est donc un petit secret quand même. Oui, si tu veux, un petit secret, d'accord. Bon, en tout cas, il est temps que je t'en parle. Je ne veux plus garder ça pour moi. Donc aujourd'hui, si tu pouvais venir au moins une demi-heure avant au boulot, on irait boire un verre au bar du Majestic et je te dirais tout. Parfait. Comme ça, moi aussi, j'en profiterai pour tout lui dire. Il est temps de faire un calcul et de me verser une avance sur mon salaire, Madame Dorset. Aujourd'hui, mes marques sur le visage virent au jaune moutarde, très élégant. Je les planque tant bien que mal en essayant de ne pas abuser quand même. En pleine journée, ce genre de maquillage est parfois pire que ce qu'on essaie de cacher. Me voilà donc fredonnant dans les rues en allant au boulot. This melody is a melody for you. Cette mélodie, c'est l'océan entre nous. La chanson de Julien Clerc est légère, elle me fait flotter en marchant. Je cherche même plus à comprendre, je me dis que ma mère veut certainement que je sois zen, c'est tout. Oui, mais pourquoi océan? Bon, inutile de me torturer le ciboulot, je sais que la réponse ne tardera pas. Peut-être un rapport avec les révélations que va me faire Blanche Dorset. Elle avait vraiment hâte de me parler cette fois. Et après tout, elle a intérêt, parce que je suis toujours furax de savoir que Gaston, j'en suis sûre, en sait plus que moi sur ce sujet. Quand j'arrive dans la suite, on ne parle que de la dernière nouvelle. La prostituée qui a parlé hier aux flics a été retrouvée morte d'une overdose. Celle que j'ai croisée chez Borelli. 2 putes mortes en 2 jours, ça fait beaucoup. Et la thèse de l'accident a vécu. La coïncidence est trop cousue de fil blanc, je n'aime pas ça du tout. Surtout que j'ai un lien spécial avec les prostituées de par mon ascendant familial. Je pense avec tristesse que pas plus tard qu'hier, j'ai croisé cette fille dans la salle d'interrogatoire de Borelli. Il doit être dans tous ses états. Pourquoi ne l'a-t-il pas mieux protégée après tout? Elle témoignait dans une affaire sensible. Blanche Dorset est agitée, elle panique. Elle dit qu'elle n'aurait jamais dû travailler avec ce genre de sponsor. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je suis conne. Pourtant, je connais ce milieu. Je sais comme ils sont pourris. Pourquoi est-ce que je suis allée prendre de l'argent à ces gens-là? Faire des films sur eux,
c'est une chose, mais jamais, au grand jamais, tu m'entends, Cricri, que ça te sert de leçon. Elle joue à quoi? C'est une chose que je sais depuis longtemps, moi. Elle continue. Il ne faut jamais recevoir de l'argent ou de l'aide de leur part. Une fois que le premier pas est fait, ils vous tiennent et vous risquez gros. Surtout, vous ne pouvez plus vous dégager. C'est à vie, je rajoute, sentencieuse. Tout est chamboulé au boulot. Plus personne ne travaille. Il y a encore des projections prévues au marché du film et personne ne veut y aller. Tout le monde a peur. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de monde et de va-et-vient dans la suite. Audrey, c'est ton boulot, tu dois y aller, ordonne Dorsey, franchement lâche. Désolée, Blanche, je voudrais bien, mais je ne peux pas. J'ai un mal de ventre épouvantable, je serais incapable de parler à qui que ce soit, encore moins en anglais. La productrice, c'est-à-dire toi, suffira. Bien joué, la Ferrier. Ah non, hors de question que je sorte de cette suite. Le terrain est miné. D'abord Sergo qui disparaît. Alors cette fois, plus personne ne dit que Sergo a mis en scène sa disparition, hein? Je m'exclame, triomphante. Ça fait quand même beaucoup de morts dans cette histoire. De là à ce qu'on découvre son cadavre, à lui aussi. Audrey Ferrier me regarde alors fixement, et son visage affiche un sourire féroce. 48. Cri-cri! C'est elle qui va nous sauver, dit-elle en parlant de moi à la troisième personne. Après tout, elle est garde du corps. Tu vas aller aux séances du marché et présenter le film. D'accord? Blanche Dorsey se récrie. C'est une très mauvaise idée, Audrey. Tu sais bien qu'elle s'est fait agresser dans la rue hier, donc elle est directement visée si complot il y a. Jamais de la vie je me l'enverrai cette petite au casse-pipe. Au contraire, je me dis que c'est une très bonne idée, et en premier lieu parce que si je réussis à faire une vente de ce film, je pourrai réclamer une petite avance sur mon salaire. Ça sera plus facile pour moi. Et puis, j'en ai plus qu'assez de passer mon temps immobile derrière un comptoir, le cul vissé sur un haut tabouret, à essayer désespérément de tendre des dépliants à des clients qui ne me regardent pas et qui passent devant moi d'un air affairé. Il faut dire aussi que je suis très curieuse de découvrir ce fameux marché du film. Depuis le temps que j'en entends parler dans cette suite, tout le monde n'a que ce mot à la bouche. La séance du marché d'hier, la séance du marché de ce matin, la séance du marché de demain. Moi, les seuls marchés que je connais, ce sont ceux où on vend des tomates et des navets. Alors franchement, un marché du film, moi, j'imagine de vastes étalages remplis de bobines, de DVD, de pellicules, enfin je ne sais pas très bien quoi imaginer. Quelque part, je me sens flattée qu'Audrey ait suffisamment confiance en moi pour m'envoyer vendre leur film au marché, même s'il s'agit d'un navet sifflé par tout le gratin des spectateurs du palais. Avec son aide, je parviens à convaincre Dorsey. La productrice finit par accepter, seulement si des personnes qui n'ont rien à voir avec la production m'accompagnent. J'envoie immédiatement des SMS impatients à tous les gens que je connais, sauf à Tony, bien entendu. Il m'empêcherait de travailler correctement en s'interposant entre moi et chaque contact masculin. Cette fois, c'est Bintou qui se dévoue. Blanche semble rassurée. Elle ignore tout de Bintou, mais du moment qu'elle ne me sait pas seule, avec tout ça, elle n'a pas pu me parler de son secret de famille. Elle me briefe rapidement sur ce que je dois dire au client idéal potentiel qui va venir du monde entier pour acheter le film. Lorsque Bintou se pointe, tout excitée, elle crée une franche sensation. Elle a enfilé son plus flamboyant boubou et sa coiffure est digne d'un mariage royal en Ouganda du temps d'Amin Dada. Elle m'aide à transporter une valise remplie de dépliants publicitaires et de communiqués de presse. Blanche me donne quelques contrats, histoire de faire semblant d'y croire un peu, mais je sais que jusqu'à présent, depuis la projection, depuis les sifflements, ils n'ont concrétisé aucune vente. Avec personne. Nous voilà partis pour faire la promo du film au cinéma Olympia qui a été loué pour une projection en vue de racoler des distributeurs étrangers. Ça tombe bien que Bintou soit là, elle est la seule dans notre bande qui parle plusieurs langues couramment. Enfin avec Gaston aussi.
Et Sabrina qui les parle pas, mais qui les comprend, du moment que ça parle d'émotion. Finalement, beaucoup de personnes parlent toutes les langues dans ma bande, sauf moi. Vous voulez à tout prix vendre ce film me demande-t-elle. Vous y avez des intérêts? C'est pas ça, Bintou. Mais pour venir au marché présenter un film et repartir sans avoir une touche, c'est la loose complète. Pas pour moi. Elle me regarde avec suspicion. Ouais. Ok. Je peux vous le dire. J'ai besoin que la Dorsey me file un peu d'avance sur mon salaire aussi. Et si je vends le film, ça sera plus facile pour lui demander. C'est tout. Attendez, enfin. Je vais vous prêter de l'argent, moi. Si vous en avez besoin. Bintou, la seule personne à qui je n'ai pas pensé à demander cette fois. Bonne idée. Elle fouille dans son sac, mais c'est pour me refaire le coup de Sergo. Pas d'espèces sur elle. Une armada de cartes de crédit. Je hausse les épaules. Pas grave, Bintou, cherchez pas. C'est mon lot. Faut que je me débrouille toute seule. C'est comme ça depuis toujours. Allez, vendons ce chef-d'œuvre et on verra ce qui se passera. On n'a vraiment pas de chance que ce soit ce film-là. Enfin. Pourquoi? Parce que tout le monde dit que c'est un navet. Elle fait une grimace. Je ne sais pas si je ne la laisse pas finir. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le fourguer à quelqu'un. Depuis quand vous êtes commercial, vous? C'est pas ça, Bintou. Je sais pas vendre. Je veux juste repartir avec un super moral parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que je rate tout ce que je touche. Et puis je veux pouvoir, la tête haute, réclamer une avance sur mon salaire. Quelques personnes égarées se présentent à la projection, tout de même. Le film intrigue et nous parvenons à alpaguer des distributeurs qui sortent en milieu de séance, un peu déroutés. Les expressions sont dubitatives et quand ils s'adressent à nous, leurs mots sont hésitants. Ils évoquent quelques images qui les ont surpris, le jeu des acteurs, monocorde, robotisé, particulièrement celui de Sergo, languissant, les a médusés. Une jeune distributrice, mesurant presque 2 mètres avec des yeux bridés, vient nous faire part de son engouement en anglais. Elle nous fait sursauter. Elle nous tend sa carte. Je peux lire Melody Titus, Trondek Wesh in Nation, Dawson City. Melody Titus, mais c'est bien sûr, merci maman. Elle avait tout vu, vraiment douée ma mère. Elle a encore frappé pile poil. This melody is a melody for you. Tout y est, ce mot, mélodie, of course, et en plus l'océan qui nous sépare. Je ne m'étonne plus que Sabrina soit si intelligente. Elle a de qui tenir. Bon, ok, ça a sauté une génération, ça a sauté la case Rosie. Sinon, ça se saurait. Oh my God, dit Bintou. Really, I was there a long time ago. So many memories. So you have obtained your very autonomy. I'm so happy for your nation. Elle semble subjuguée par la carte de cette sorte d'indienne, bottée de fourrure, avec une veste à franges et couverte de coquillages. Je demande où ça se trouve, Dawson City. Vous savez bien, Cricri, la ville des chercheurs d'or, la ville où l'hiver dure presque 6 mois dans les glaces. Ils ont fini par obtenir leur autonomie. Je suis si contente pour eux. Vous n'avez jamais lu Jack London, Cro-Blanc? Pas vraiment, mais je connais. J'ai vu un film une fois. Alors cette dame nous vient du Grand Nord? Melody Titus de Dawson City exprime son enchantement sur le film. Elle semble heureuse et touchée par les paroles de Bintou aussi. Elle parle dans un français haché. Elle dit qu'elle a été emballée par les images du film. Elle les qualifie de brillantes, comme du feu, comme une aurore boréale. C'est vrai qu'il y a un incendie à la fin, mais quand même. Vous avez raison, lui dis-je, c'est un travail très original, d'avant-garde. Bintou me lance un regard de reproche. Vous n'y êtes pas du tout, Cricri.
dit-elle, très sérieuse. Gaston m'a parlé de ce film, il l'a vu samedi. Il était à la projection. Il l'a adoré. Pour lui, c'est le meilleur film cette année de la sélection officielle. Du coup, je suis allée à la projection du lendemain, salle de Bussy, et là, j'ai été enthousiasmée. Ce chef-d'œuvre s'inscrit délibérément dans la famille des films d'auteurs atypiques qui marqueront leur temps. Je lui prédis de devenir culte en quelques mois. Il y a peut-être quelques longueurs, mais après tout, même 2001 Odyssée de l'espace en a. Il regorge de bonnes idées de mise en scène qui nous prennent à rebrousse-poil. Il a tout d'un grand, d'un Malik, d'un Satyajit Ray, d'un Ozu. C'est quoi cet inventaire? Et je vois pas ce que vient faire le pastis grec dans cette liste, mais je cherche pas à comprendre. Excitée, Mélodie insiste pour signer quelque chose. Un contrat, un engagement. Elle nous explique qu'elle gère tant bien que mal une salle de cinéma dans une grange désaffectée de Dawson City. Je n'en reviens pas. J'ai envie de l'embrasser. Blanche va être fière de moi. Ça, c'est du marché. La première vente pour ce film, c'est moi qui l'a fait. Je sors un formulaire intitulé Summary. Mélodie Titus achète les droits de passage du film dans sa salle et sur tout le territoire du Yukon pour trois fois rien. Bon, d'accord. Tout le monde est enchanté. Les chercheurs d'or vont avoir un film à regarder pour leur longue et unique nuit d'hiver. Chouette. Nous rangeons, nous déplions. Mélodie continue à discuter avec Bintou. Elles finissent par m'abandonner lâchement pour aller se descendre un mojito. Bintou est intarissable sur son bon vieux temps à Dawson. Je me réjouis en me disant que je vais pouvoir réclamer des sous à la Dorset.